7 hommes vêtus de blanc identique sont à genoux et portent tour à leurs lèvres une coupe en verre contenant un mélange épais et blanchâtre. Puis, selon les témoignages des survivants, cette même coupe est donnée à boire à 12 jeunes filles ligotées. Il n'y a pas de caméra de surveillance dans la pièce, mais les enquêteurs reconstitueront plus tard la chronologie des événements, presque minute par minute, à partir des aveux des participants et des victimes. L'histoire de ce groupe n'a pas commencé par des enlèvements massifs et la détention forcée de personnes. Au sein d'un cercle fermé d'hommes fortunés issus de monarchies du Moyen-Orient, on discutait depuis des années de thèmes tels que la supériorité spirituelle, la force masculine et les anciennes pratiques mystiques. Au sein de ce cercle est apparu un homme que les autres participants ont fini par appeler le maître. Il s'appelait Abdul. C'était un homme de plus de 60 ans. Dans sa jeunesse, il avait reçu une éducation religieuse, puis avait servi comme imam dans une mosquée de province et avait été démis de ses fonctions pour des propos que la direction avait jugés hérétiques. Après cela, Abdul s'est lancé dans le conseil privé de clients fortunés sur des questions de pratiques spirituelles et de droit religieux. Peu à peu, un cercle restreint de interlocuteurs réguliers s'est formé autour de lui, composé de personnes âgées de 45 à 65 ans, chacune disposant d'une fortune considérable. D'après le récit d'un des détenus, qui a ensuite accepté de coopérer avec l'enquête, l'idée principale autour de laquelle s'articulait l'enseignement du groupe est apparue après qu'Abdul leur ait fait découvrir des traductions anonymes d'extraits d'un ancien traité mystique attribué à un auteur médiéval. Ces textes accordaient une grande importance à la notion de force vitale et à la différence entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Lors de réunions à huis clos, Abdul affirmait avoir trouvé dans ces fragments la confirmation de ses propres théories, selon lesquelles les femmes d'une certaine origine et d'un certain type physique possèdent une force vitale particulière qui peut être absorbée et ainsi prolonger la santé et renforcer le charisme. Au départ, il s'agissait d'une discussion et d'une construction théorique. Les participants se réunissaient dans des maisons privées, échangeaient des exemples historiques, faisaient référence au culte de la fertilité pré-chrétien et pré-biblique, où les fluides corporels étaient considérés comme porteurs d'une force sacrée. Peu à peu, des fantasmes concrets sur les rituels, les règles et la structure de la communauté envisagée ont commencé à s'immiscer dans les conversations. Abdul occupait une position dominante dans ces discussions. Il proposait une hiérarchie claire, un chef spirituel, plusieurs disciples aînés, un cercle d'initiés. L'étape décisive a été le moment où le groupe a décidé de passer des discussions à la mise en pratique. Selon le même témoin collaborateur, lors d'une des réunions, Abdul a proposé de créer un centre fermé pour tester des rituels de purification avec la participation de jeunes femmes qu'il considérerait non pas comme des personnes, mais comme des récipients d'énergie. L'expression « récipient sacré » est ensuite devenue un élément clé de leur terminologie interne. Dès le début, ils ont compris qu'il s'agissait d'une privation illégale de liberté et d'exploitation sexuelle. C'est pourquoi ils ont discuté de la manière de dissimuler leurs activités aux autorités publiques et à l'attention du public. Le choix du lieu était pragmatique. L'un des membres du groupe possédait une grande villa dans une région désertique, à quelques heures de route de la capitale. Le terrain comprenait déjà des locaux techniques et un sous-sol inachevé qui servait d'entrepôt. Il a été décidé de transformer cet espace en un complexe résidentiel caché. Selon les documents, les travaux consistaient à renforcer les fondations et à créer un entrepôt sécurisé pour la collection d'œuvres d'art. En réalité, un couloir avec 12 pièces séparées, un espace commun, une infirmerie rudimentaire et une salle de rituel ont été construits au sous-sol. Les pièces n'avaient pas de fenêtres, la ventilation était assurée par des conduits dissimulés. L'accès se faisait par un ascenseur et un escalier de secours, les deux points étant contrôlés depuis la salle de sécurité.
L'aménagement intérieur du complexe était conçu de manière à donner aux victimes une impression de confort relatif, tout en leur rendant impossible toute sortie à l'extérieur. Chaque pièce était équipée d'un lit, d'une armoire, d'une petite table, d'une douche et de toilettes. Les murs étaient peints dans des tons clairs et des textiles blancs de même type étaient utilisés partout. Il n'y avait pas d'angles vifs ni d'objets lourds avec lesquels elles auraient pu se blesser. Il n'y avait pas de caméras de surveillance à l'intérieur des chambres, du moins, elles n'ont pas été découvertes lors de la perquisition, mais les portes ne pouvaient être ouvertes et fermées que de l'extérieur. Parallèlement à la préparation des locaux, le groupe a commencé à rechercher des intermédiaires capables de fournir des filles répondant à des critères prédéfinis. Les documents internes trouvés plus tard lors des perquisitions au domicile de plusieurs membres de l'organisation contiennent des listes d'exigences, âge compris entre 18 et 22 ans, origine d'Europe de l'Est, cheveux principalement clairs, absence d'enfants, absence de maladies chroniques. La correspondance analysée par les enquêteurs mentionne explicitement que la pureté et le sang nordique sont importants. La virginité est présentée comme une condition obligatoire. À ce stade, la théorie des vases sacrés croise définitivement la réalité du système de traite des êtres humains. Les intermédiaires dans les pays d'origine des jeunes filles recherchaient des candidates en situation de vulnérabilité, orphelines, diplômées d'internat, jeunes filles issues de familles modestes, en situation difficile. On leur proposait un emploi à l'étranger sous prétexte de garde d'enfants, de travail dans des hôtels ou d'aide ménagère. Pour certaines filles, les documents étaient remplis officiellement, via des visas touristiques. D'autres étaient acheminés par des itinéraires plus secrets, via des pays tiers. Dans tous les cas, la destination finale n'était jamais indiquée. D'après les témoignages, les 2 premières filles sont arrivées dans le complexe souterrain à quelques semaines d'intervalle. Elles ont été amenées de nuit, dans un état de stress intense et de désorientation, certaines sous l'effet de sédatifs. Les nouvelles arrivantes ont été vêtues de longues chemises blanches identiques et toutes leurs affaires personnelles, téléphones et documents leur ont été confisqués. Dans un premier temps, on leur expliquait par l'intermédiaire d'un traducteur qu'elles se trouvaient dans un centre spirituel et qu'elles avaient été amenées là en tant que participantes sélectionnées pour un programme spécial. Des règles strictes leur étaient immédiatement imposées: isolement total du monde extérieur, interdiction de toute tentative d'évasion, obéissance aux ordres du personnel et du maître. La phrase « Vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des vases sacrés » est répétée dans les témoignages de plusieurs survivantes, avec quelques variations mineures. L'interprète qui travaillait pour le groupe a confirmé lors des interrogatoires qu'il avait utilisé cette formulation précisément parce qu'il avait reçu des organisateurs l'instruction de souligner le statut particulier des jeunes filles. On leur a immédiatement déclaré que leur corps et leurs actions appartenaient désormais entièrement à la communauté. Cela a été justifié par un contrat spirituel, bien qu'il n'y ait manifestement pas eu de consentement volontaire réel. Au fur et à mesure que le complexe souterrain se remplissait, une routine interne s'est mise en place. Les filles pouvaient dormir et se laver dans des chambres individuelles et on leur apportait 3 repas par jour. Le régime alimentaire comprenait des plats traditionnels du Moyen-Orient, des fruits et des sucreries. Les soins médicaux étaient pratiquement inexistants, à l'exception de quelques cas où l'état de santé menaçait le fonctionnement de l'ensemble du système. Toute plainte concernant l'état mental était ignorée ou interprétée comme une résistance à la purification. La vie en bas s'articulait autour de 2 types de rituels que le maître et ses proches collaborateurs présentaient comme la base de l'enseignement. Selon les témoignages des survivantes, le rituel matinal avait lieu tous les jours à la même heure. Les filles étaient sorties de leur chambre à tour de rôle et assises sur des bancs dans une salle commune. Au centre se trouvait une petite table avec un seul bol en verre. Selon leur dire,
le maître apparaissait en personne, accompagné de 2 ou 3 membres seniors du groupe. À ce moment-là, tous les hommes présents s'adressaient à lui en utilisant son titre officiel. La description des actions qui suivaient coïncide dans tous les interrogatoires et revêt un caractère sexuel, suivi d'un gavage forcé, d'un soi-disant mélange sacré. Le refus d'au moins une des filles entraînait une punition physique immédiate. Plusieurs victimes ont raconté qu'après un tel refus, elles étaient privées de nourriture pendant plusieurs jours et battues avec des ceintures ou des tubes en plastique sur les parties exposées de leur corps. Les rituels du soir et de la nuit n'avaient pas lieu tous les jours. Au cœur du système se trouvait une cérémonie hebdomadaire que les participants appelaient le grand rituel. Ce jour-là, les 15 hommes du groupe descendaient dans une salle souterraine, vêtus de robes noires à capuche, préparées à l'avance. Les filles étaient alignées en cercle ou en demi-cercle, généralement nues. Pendant un long moment, les hommes lisaient à haute voix des textes tirés d'un recueil de formules magiques en arabe. Selon les traducteurs, appelés plus tard pour analyser les documents saisis, ces textes étaient des fragments de formules religieuses, déformés et combinés avec des éléments de magie populaire. Après la lecture des textes, la deuxième étape commençait. Chaque jeune fille était soumise à tour de rôle à des actes de violence successifs de la part de tous les hommes présents. Les organisateurs expliquaient ouvertement aux victimes que ce processus, selon leurs convictions, transférait l'énergie virginale dans le corps des hommes et les renforçait ainsi. Des notes internes, découvertes lors de perquisitions chez plusieurs participants clés, contiennent des descriptions de ce concept sans formulation voilée. Ils utilisent des expressions telles que « absorption du sang du Nord » et « boucler le cercle d'énergie dans la fraternité ». Les conséquences réelles pour les jeunes filles n'étaient consignées que dans les grandes lignes. Il n'y avait aucun contrôle médical régulier à part un examen de base. Les grossesses ont commencé à survenir quelques mois seulement après la création du complexe. Les témoignages des survivantes et les aveux d'une femme qui exerçait les fonctions de sage-femme permettent de supposer qu'au moins 7 des 12 victimes sont tombées enceintes. Les accouchements étaient pratiqués par une femme âgée, originaire d'Asie du Sud, qui avait une expérience passée d'infirmière. On lui avait attribué une pièce séparée et un ensemble limité de médicaments et d'instruments. Selon cette femme, avec laquelle les chercheurs ont pu s'entretenir avant le prononcé du verdict, on lui avait clairement indiqué que sa tâche principale était de préserver la vie de la mère autant que possible, mais que la priorité était la naissance de l'enfant. Les nouveau-nés étaient immédiatement emmenés hors de la pièce, parfois quelques minutes seulement après leur naissance. Les femmes qui accouchaient dans le sous-sol ne voyaient jamais leurs enfants plus d'une fois et ne savaient pas où ils étaient envoyés. D'après les documents liés aux opérations financières et les témoignages indirects, on peut conclure que les bébés étaient confiés à des familles connues à l'intérieur du pays et, peut-être, à l'étranger, contre des sommes d'argent importantes, sous le couvert d'adoptions privées. Au moins 2 accouchements ont donné lieu à de graves complications. Dans un cas, il y a eu une hémorragie massive. Dans le second, un accouchement prolongé sans accès à des soins médicaux adéquats. Les 2 femmes sont décédées. Selon plusieurs personnes ayant participé à leur enterrement, les corps ont été transportés pendant la nuit hors du périmètre clôturé de la villa et enterrés dans le désert sans aucune marque distinctive. Cela est confirmé par des images satellites du site, sur lesquelles les experts ont remarqué, après l'ouverture de l'enquête, des changements de relief à certains endroits correspondant aux lieux indiqués, bien qu'il ait été difficile de procéder à une exhumation ultérieurement en raison des conditions climatiques et du temps écoulé depuis l'inhumation. À ce moment-là, la structure du complexe et l'ordre à l'intérieur étaient bien établis. Les 10 filles qui avaient survécu continuaient d'être isolées, sans accès à l'information sur le monde extérieur. Selon les survivantes, toute conversation sur leur famille ou leur vie passée
étaient réprimées par des menaces. Certaines se sont vues dire que leurs proches avaient déjà reçu de l'argent et signé des documents, les reniant ainsi. Personne n'a vérifié cette information, mais cela suffisait pour exercer une pression psychologique. Certaines filles ont développé des symptômes de dépression grave et de troubles post-traumatiques. L'une d'elles a tenté de se suicider en déchirant un drap pour en faire une corde. Après cela, le personnel a renforcé la surveillance, retirant des chambres tout ce qui pouvait être utilisé pour se faire du mal. À l'extérieur, seul un nombre limité de personnes connaissaient l'existence du complexe souterrain. Outre les 15 participants principaux, le réseau comprenait plusieurs gardes, un chauffeur qui assurait le transport, la sage-femme mentionnée ci-dessus et un traducteur qui travaillait avec les filles. Tous dépendaient financièrement et juridiquement des organisateurs. La plupart avaient des familles dans le pays et craignaient les conséquences d'une révélation. Dans ce système, le seul maillon faible était précisément la sage-femme. Elle passait plus de temps avec les victimes que les autres, voyait les conséquences des rituels et la souffrance des mères à qui on enlevait immédiatement leurs enfants. Selon elle, ce sont précisément les scènes répétitives de désespoir des jeunes femmes après l'accouchement qui l'ont poussée à chercher un moyen de sortir du complexe et de s'adresser à des instances extérieures. Un groupe d'hommes d'âge moyen et avancé, vêtus de vêtements blancs identiques, se tient en demi-cercle devant une rangée de portes fermées. Derrière chaque porte se trouve une pièce sans fenêtre dans laquelle vit une jeune femme, privée de papiers d'identité et de tout contact avec le monde extérieur. Les hommes appellent cela un centre spirituel et un lieu de purification, et les femmes un récipient. Plus tard, les enquêteurs établiront qu'il s'agissait d'un système soigneusement organisé de détention et d'exploitation forcée de 12 jeunes filles amenées d'une autre partie du monde. De l'extérieur, cela ressemblait à l'une des nombreuses villas privées de familles aisées dans une région désertique proche de l'intérieur du pays. La maison principale, le bâtiment d'invités, les garages, le terrain clôturé, la sécurité à l'entrée. Dans les documents, le site était répertorié comme une résidence privée avec un dépôt d'œuvres d'art dans la partie souterraine. Le complexe souterrain à l'intérieur n'apparaissait pas officiellement dans les documents publics, à l'exception de formulations vagues telles que « entrepôt souterrain de valeur » et « renforcement des fondations ». Les travaux de construction ont été réalisés il y a plusieurs années. Les entrepreneurs ont signé des accords de confidentialité et seuls les propriétaires et leurs mandataires avaient accès au résultat final. Selon l'enquête, un groupe d'environ 15 hommes âgés de 45 à 65 ans utilisait ce site pour se réunir et pratiquer des rituels qu'ils qualifiaient entre eux de « pratiques spirituelles ». La plupart d'entre eux possédaient d'importants actifs dans l'immobilier, le commerce et l'industrie pétrochimique. Leur point commun était leur appartenance à un cercle restreint d'élites économiques, leur accès à des clubs privés et leur habitude de régler les questions de manière informelle. Le groupe était dirigé par un homme de plus de 60 ans, que les autres appelaient le maître. Dans le passé, il avait reçu une éducation religieuse et avait travaillé dans des structures officielles, mais il avait été écarté pour ses opinions jugées inacceptables par la direction. Il avait ensuite rassemblé autour de lui des personnes intéressées par les pratiques ésotériques, combinant des fragments de textes mystiques et de croyances populaires. Au sein de ce groupe, l'idée s'est progressivement imposée que certaines femmes possédaient une force vitale particulière qui pouvait être utilisée pour prolonger la santé masculine et renforcer l'influence. Ce concept reposait sur un ensemble de thèses pseudo-scientifiques et mystiques qui faisaient écho aux anciens cultes de la fertilité et aux représentations des fluides corporels comme vecteurs d'énergie. Les femmes n'étaient pas considérées comme des personnes à part entière, mais comme des porteuses ou des réceptacles. Les participants ont établi une hiérarchie.
Le maître était la source suprême de l'énergie masculine, entouré d'un cercle d'élus, puis venait le personnel de service et, au niveau le plus bas, les filles enfermées dans les sous-sols. Le passage de la théorie à la pratique a commencé lorsqu'un des membres du groupe a proposé d'utiliser les réseaux criminels existants de traite des êtres humains pour sélectionner des filles répondant à certains critères. La correspondance saisie par la suite montre comment les critères de sélection ont été discutés. Âge compris entre 18 et un peu plus de 20 ans, origine d'une certaine région d'Europe, cheveux et peau claire, absence d'enfants, absence de maladies visibles. La correspondance contient des expressions telles que pureté et sang nordique. Il est important de noter qu'à ce stade, les organisateurs sont conscients du caractère illégal de leurs activités. C'est pourquoi les conversations se déroulent via des messageries cryptées, avec l'utilisation de pseudonymes et d'intermédiaires. Selon l'un des intermédiaires arrêtés, les jeunes filles étaient trouvées par le biais d'un réseau de recruteurs dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. On leur proposait des emplois dans le domaine de la garde d'enfants, dans des hôtels, dans des maisons de famille riches au Moyen-Orient ou en Europe. Les offres d'emploi ressemblaient à des annonces classiques pour des emplois à l'étranger. Elles promettaient un salaire supérieur à la moyenne, le logement, les repas et la prise en charge des formalités administratives. Certaines filles ont effectivement obtenu un visa officiel et ont traversé la frontière légalement. Dans d'autres cas, leur chemin passait par des pays tiers avec de fausses invitations. L'essentiel était qu'elles se retrouvent finalement dans un système contrôlé par les proches du maître. Le moment de l'enlèvement proprement dit n'avait pas lieu à la frontière, mais après leur arrivée. Les jeunes filles étaient accueillies par des personnes se présentant comme des coordinateurs pour l'emploi. Au lieu de les emmener chez l'employeur déclaré, ils les conduisaient dans une maison fermée en ville pour 1 ou 2 nuits. Puis, sous prétexte de les transférer vers leur lieu de travail permanent, dans une villa située dans une région déserte. En chemin, on leur confisquait leur téléphone, soi-disant pour leur procurer des cartes SIM locales, ce qui les privait complètement de toute communication. Ils entraient dans l'enceinte de la villa par l'entrée principale, où les gardes avaient déjà reçu des instructions. Ils étaient ensuite conduits dans la maison, puis descendus au sous-sol par l'ascenseur ou l'escalier. Selon les témoignages des survivants, leurs premières impressions en bas étaient contradictoires. D'une part, l'aménagement des chambres ne ressemblait pas à celui d'une cellule de prison classique. Il y avait des lits propres, une douche individuelle, des vêtements propres, des murs clairs. D'autre part, l'absence de fenêtres, l'absence de repères temporels et la dépendance totale vis-à-vis des personnes qui apportaient la nourriture et ouvraient les portes sautaient immédiatement aux yeux. Les premiers jours, les filles ont eu des entretiens avec un interprète. Le thème principal de ces conversations était le même. On leur faisait croire qu'elles se trouvaient dans un centre spécial, qu'elles avaient été choisies non par hasard, qu'elles étaient désormais des vases sacrés, destinés à participer à des rituels de purification et de renforcement de la force spirituelle masculine. La contrainte était non seulement physique, mais aussi psychologique. On disait aux jeunes filles que leurs familles avaient reçu de l'argent et accepté que leurs filles participent au programme. On leur disait que toute tentative de fuite entraînerait des souffrances pour leurs proches. À part ces conversations, aucun contact avec le monde extérieur n'était autorisé. Tous les documents, téléphones et effets personnels disparaissaient dès leur arrivée en bas. Les filles n'ont appris ce qu'il advenait de leur passeport que lors des interrogatoires après leur libération. Les documents étaient conservés dans un coffre-fort séparé dans le bureau de l'un des organisateurs, soigneusement classé par pays et par nom de famille. Le régime interne était basé sur un emploi du temps strict. Lever, petit déjeuner, brève possibilité de communiquer dans la salle commune sous surveillance, puis retour dans leur chambre.
Elles avaient beaucoup de temps libre, mais n'avaient ni livres, ni accès à la télévision, ni autre source d'information. La seule activité régulière était les rituels que les organisateurs présentaient comme l'élément central de leur enseignement. C'est précisément grâce à ces rituels que le pouvoir du groupe sur les victimes était maintenu et renforcé. Chaque matin, à peu près à la même heure, toutes les filles étaient conduites à tour de rôle dans une petite pièce à côté de la salle des rituels. C'est là qu'avait lieu le rituel de purification, qui, selon les témoignages, consistait en la consommation forcée d'un mélange préparé juste avant avec la participation du maître. On expliquait aux femmes qu'il s'agissait d'une forme d'acceptation de son essence spirituelle et de son énergie masculine, nécessaire à la purification de leur propre âme. Le refus était considéré comme une désobéissance spirituelle et puni par des châtiments corporels et la privation de nourriture. Plusieurs filles ont raconté qu'après 3 jours sans nourriture ni eau, elles avaient accepté pour la première fois de se plier aux exigences afin de survivre. Le cycle hebdomadaire était couronné par une cérémonie nocturne à laquelle assistaient les 15 hommes. D'après les descriptions, la salle était éclairée par une lumière tamisée. Des tissus portant des symboles étaient accrochés au mur, et au centre se trouvait une table basse avec des livres et des objets utilisés dans le rituel. Les hommes entraient dans la salle vêtus de vêtements sombres, identiques, qui leur couvraient la majeure partie du visage. Les filles étaient placées dans un ordre précis et n'avaient pas le droit de parler ni de se couvrir le visage avec les mains. Pendant un long moment, les hommes lisaient à haute voix des textes dans une langue que les victimes ne comprenaient pas. Les participants eux-mêmes ont raconté plus tard qu'ils voyaient dans ces textes la clé d'une connaissance supérieure, bien que les experts qui ont analysé les livres saisis les aient décrits comme un mélange de phrases religieuses et de conjurations populaires. Après la lecture, la deuxième phase commençait, qui consistait en fait en des violences sexuelles systématiques. Chaque jeune fille était soumise à tour de rôle aux actes de tous les hommes présents. Ceux-ci décrivaient eux-mêmes cela comme un transfert d'énergie des vaisseaux sanguins vers la fraternité. Les victimes ont utilisé d'autres mots dans leurs témoignages: violence, humiliation, impuissance totale. Le maître participait activement à ces actes et contrôlait l'ordre, punissant les hommes qui tentaient de se dérober ou qui enfreignaient les règles qu'il avait établies. Les conséquences d'un tel régime ne se sont pas fait attendre. Après quelques mois, certaines filles ont commencé à montrer des signes de grossesse. Aucune mesure préventive n'a été prise délibérément. Dans la logique des organisateurs, la grossesse était le résultat naturel des rituels et une confirmation supplémentaire de leur pouvoir. Une femme âgée ayant une expérience de travail comme infirmière dans une maternité a été invitée à assister aux accouchements. Elle a été intégrée au schéma en tant qu'assistante sacrée, en fait la seule personne ayant des compétences médicales élémentaires qui descendait régulièrement dans le complexe souterrain. Cette femme est ensuite devenue l'un des témoins clés. Elle ne faisait pas partie du cercle des 15 hommes et ne partageait pas leurs convictions, mais elle avait besoin d'argent et a accepté le travail sans se rendre pleinement compte de l'ampleur de ce qui se passait. Au début, on lui a dit que les femmes détenues en bas avaient enfreint les normes sociales et suivaient un programme spécial de rééducation. Ce n'est qu'en voyant l'état réel des jeunes filles qu'elle a compris qu'elle avait affaire à des victimes de la traite des êtres humains et de violence. Selon elle, au moins 7 accouchements ont eu lieu dans le complexe souterrain en 2 ans. Dans chaque cas, elle était appelée à l'avance lorsque les filles commençaient à avoir des contractions. Les médicaments étaient réduits au minimum, quelques types d'analgésiques, des antiseptiques, un ensemble d'instruments de base. Elle n'avait pas pleinement accès à l'équipement et aux spécialistes, car les organisateurs craignaient d'attirer l'attention. Dans certains cas,
Les accouchements se sont déroulés sans complications graves, mais quelques minutes après la naissance de leur enfant, les mères étaient privées de la possibilité de le voir. Les nouveau-nés étaient emmenés par des hommes parmi les participants les plus âgés et transportés dans une autre partie du complexe, d'où, comme l'a montré l'enquête, ils étaient transférés à des personnes qui avaient accepté à l'avance de payer pour leur adoption. 2 épisodes se sont soldés par la mort des parturientes. Dans un cas, une hémorragie importante s'est déclarée, que la sage-femme n'a pas pu arrêter sans avoir accès à une réanimation complète. Elle a demandé qu'on appelle une ambulance, mais on lui a refusé au motif que personne ne devait savoir l'existence du complexe. Dans le second cas, l'accouchement s'est prolongé. La femme a développé un état d'épuisement et une infection, et les secours sont également arrivés trop tard. Après leur mort, les corps des femmes ont été transportés à l'étage pendant la nuit, chargés dans une voiture et emmenés hors du site. Là, selon les gardes qui ont participé à l'opération, ils ont été enterrés dans une partie reculée du désert, sans aucune identification. À chaque nouvel épisode d'accouchement, la tension interne de la sage-femme s'intensifiait. Elle voyait les jeunes filles qui avaient perdu leurs enfants sombrer dans un état psychologique grave, refuser de manger, rester assise immobile pendant des heures. Elle essayait de leur parler, mais le personnel limitait strictement le temps qu'elle pouvait passer dans leur chambre. À un moment donné, il lui est apparu évident que la situation ne s'améliorerait pas et que la seule façon d'arrêter ce qui se passait était de divulguer l'information. Cette décision a mûri progressivement, dans un contexte de crainte pour sa propre sécurité et le bien-être de sa famille, qui vivait dans une autre ville et pouvait subir des pressions si sa participation était révélée. Le moment décisif a été le rituel suivant, après lequel l'une des filles, dans un état grave, a été conduite dans une salle médicale improvisée. Elle présentait des signes de blessures graves et avait besoin d'une intervention chirurgicale. Mais les organisateurs ont de nouveau refusé d'appeler une ambulance. La sage-femme a tenté de lui porter secours elle-même, mais elle savait que les ressources étaient insuffisantes. La jeune fille a survécu, mais cet incident a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au cours des semaines suivantes, elle a commencé à chercher des failles dans le système de sécurité de la villa. Elle a noté les changements de garde, identifié les employés les moins attentifs, repérer les heures auxquelles elle pouvait monter sans être accompagnée par un membre du cercle. Contrairement aux autres filles, elle n'était pas constamment retenue en bas. Elle vivait dans une chambre séparée à l'un des étages supérieurs et descendait lorsqu'on l'appelait. Cela lui offrait plus de possibilités, mais la rendait également plus visible. Toute tentative de fuite pouvait se solder par une arrestation immédiate et une disparition. Néanmoins, un matin, alors qu'un des gardes était distrait par une conversation téléphonique, elle a profité de l'occasion pour sortir du périmètre principal et rejoindre la route la plus proche, où elle a arrêté une voiture qui passait. Le conducteur, comme il l'a ensuite raconté aux enquêteurs, a accepté de la conduire en ville, parce qu'elle semblait effrayée et répétait qu'elle devait se rendre au poste de police. Au poste de police, elle a d'abord été accueillie avec méfiance. Son histoire concernant le sous-sol, les 12 filles enfermées, les rituels et le groupe d'hommes influents a semblé trop invraisemblable à l'agent de service. Ce sont des détails précis qui ont changé la donne. Elle a décrit le plan de la villa, l'emplacement des entrées, des caméras de sécurité, le nombre de pièces au sous-sol, les endroits où étaient conservés les documents et l'argent. Ces détails ont été consignés. Un schéma a été établi et les informations ont été transmises à l'officier chargé des affaires de traite des êtres humains. Celui-ci avait déjà eu l'occasion de constater que des histoires d'abord invraisemblables concernant des prisons privées et des bordels illégaux avaient été confirmées lors de vérifications. Après une discussion interne, il a été décidé de mener une enquête discrète. Tout d'abord, l'emplacement de la villa et des infrastructures environnantes ont été vérifiés à l'aide d'images satellites.
Ensuite, grâce à une surveillance discrète à l'entrée, il a été confirmé que le site était effectivement utilisé de manière intensive, que des voitures de luxe entraient et sortaient régulièrement du domaine et que le niveau de sécurité était supérieur à la moyenne pour une maison privée. Un argument supplémentaire a été fourni par les informations sur les opérations financières de plusieurs participants présumés, d'importants virements réguliers sans destination claire, coïncidant avec les périodes où, selon la sage-femme, des rituels spéciaux étaient pratiqués et des enfants naissaient. Cela s'est avéré suffisant pour lancer la préparation d'une opération militaire. La décision d'assaut a été prise à un niveau où l'on a pris en compte non seulement les risques pour les victimes, mais aussi les conséquences politiques possibles, compte tenu du statut de nombreux suspects. En fin de compte, la priorité a été donnée au sauvetage des personnes se trouvant dans le complexe souterrain et à la prévention de la destruction éventuelle des preuves si l'information venait à être divulguée d'une manière ou d'une autre aux propriétaires de la villa. L'opération a été planifiée dans le plus grand secret, en faisant appel à un cercle restreint d'agents des forces spéciales spécialisés dans la libération d'otages. L'opération a été planifiée tôt le matin d'un jour de semaine, lorsque la probabilité de présence de personnes étrangères sur le territoire était plus faible et que la plupart des membres du groupe, selon les observations, se trouvaient dans la maison. La tâche principale consistait à bloquer simultanément toutes les sorties, à neutraliser les gardes et à prendre le contrôle le plus rapidement possible du niveau souterrain où pouvaient se trouver les victimes. Le groupe d'assaut s'est rendu à la villa dans des véhicules tout-terrain discrets et sans insigne. Dans le même temps, l'alimentation électrique externe du site a été coupée afin de mettre hors service une partie des systèmes de surveillance, mais l'éclairage autonome à l'intérieur du complexe souterrain a été maintenu grâce à des sources de secours. À l'entrée principale, les gardes ont tenté de fermer le portail, mais le groupe a agi rapidement. Le portail a été bloqué par des véhicules blindés. Les gardes ont été arrêtés, sans que personne ne puisse utiliser les téléphones ou les radios. À l'intérieur de la maison, plusieurs personnes ont tenté de se rendre dans les bureaux où se trouvaient les documents et les coffres-forts, mais elles ont été interceptées dans les escaliers. Le moment clé a été l'accès au niveau souterrain. Selon le plan fourni par la sage-femme, celui-ci s'ouvrait par un ascenseur et une porte métallique dans le local technique. L'ascenseur a été bloqué au niveau du rez-de-chaussée afin que personne ne puisse monter ou descendre sans autorisation. L'entrée principale du sous-sol a été ouverte à l'aide d'outils hydrauliques. Les premiers à descendre étaient des soldats en tenue complète, équipés de boucliers balistiques. Ils s'attendaient à une résistance armée, mais dans le couloir, ils n'ont trouvé que le silence et la lumière vive des lampes à lumière du jour. Une série de portes identiques s'étendait le long du couloir. Des sons provenaient de certaines d'entre elles, des pleurs, des cris, des coups. En ouvrant la première porte, les forces de l'ordre ont vu une jeune femme vêtue d'une longue chemise blanche, assise sur un lit, en état de choc évident. Elle se couvrait le visage de ses mains et répétait des mots dans une langue que les soldats ne comprenaient pas. Dans les chambres voisines se trouvaient d'autres filles identiques, certaines seules, d'autres présentant des signes évidents de fatigue physique. 2 d'entre elles étaient sur le point d'accoucher ou venaient d'accoucher, à en juger par leurs signes médicaux. Il n'y avait aucun vêtement dans les chambres, à l'exception des chemises et des sous-vêtements qui leur avaient été donnés. En parallèle, un autre groupe se dirigeait vers la salle où, comme prévu, un nouveau rituel allait avoir lieu. À l'intérieur se trouvaient effectivement plusieurs hommes vêtus de noir et 2 filles qui venaient d'être sorties des chambres. Les hommes n'ont pas eu le temps d'opposer une résistance sérieuse. 2 d'entre eux ont tenté de saisir des couteaux cachés, mais ils ont été rapidement désarmés. Les autres sont restés figés ou ont tenté de crier quelque chose à propos d'un lieu sacré et d'une erreur.
Au total, 15 hommes, identifiés par la suite comme les principaux membres du groupe, et 10 jeunes filles âgées de 18 à un peu plus de 20 ans, ont été arrêtées au sous-sol. La priorité après la capture était de fournir des soins médicaux aux victimes. Des équipes d'ambulanciers et des médecins ont rapidement été dépêchés à la villa. Toutes les jeunes filles ont été examinées, leurs blessures et signes d'épuisement ont été consignés, et dans plusieurs cas, des grossesses à différents stades et des complications après des accouchements récents ont été constatées. Plusieurs d'entre elles ont dû être hospitalisées d'urgence. Elles ont été emmenées sous escorte dans les hôpitaux les plus proches afin de les protéger contre d'éventuelles pressions ou enlèvements à ce nouveau stade. Les étages supérieurs de la maison ont été fouillés à la recherche de documents, d'argent, de moyens de communication et de toute preuve confirmant le trafic d'êtres humains et les violences. Dans les bureaux, on a trouvé des coffres-forts contenant d'importantes sommes d'argent liquide, une collection de bijoux, ainsi que des passeports et des copies de pièces d'identité des jeunes filles soigneusement rangées. À côté d'eux se trouvaient des feuilles avec des annotations, pays, âge, couleur des cheveux, date d'arrivée. Dans une autre pièce, plusieurs ordinateurs portables et disques durs externes ont été découverts, sur lesquels les experts ont ensuite trouvé des correspondances avec des intermédiaires, des calculs financiers et des fragments d'instructions internes destinés aux membres du groupe. Plusieurs jours se sont écoulés entre le moment de l'assaut et le début de l'enquête proprement dite, pendant lesquels les premières déclarations ont été enregistrées. Les principaux suspects ont d'abord adopté une position de déni catégorique. Ils affirmaient que les jeunes filles étaient présentes de leur plein gré, qu'il n'y avait eu aucune violence et que ce qui se passait faisait partie d'une pratique spirituelle secrète. Lors des premiers interrogatoires, ils ont invoqué des accords verbaux prétendument existants et la préservation de l'honneur des familles, dont ils n'ont pas révélé les noms. Cependant, les documents saisis, les témoignages de la sage-femme et les premiers témoignages des jeunes filles ont détruit cette ligne de défense. Les conclusions médicales ont joué un rôle important. Les médecins qui ont examiné les jeunes filles ont constaté de multiples lésions anciennes et récentes, caractéristiques d'abus sexuels systématiques. L'examen gynécologique a révélé de nombreuses traces d'accouchement sans assistance médicale appropriée, une cicatrisation tardive des déchirures et des signes d'infection. Les psychiatres ont diagnostiqué chez la plupart d'entre elles un syndrome de stress post-traumatique, une dépression grave et, chez certaines, des signes d'épisodes dissociatifs. Toutes ces données ont été incluses dans le dossier comme preuve de la réalité des faits qui se sont déroulés dans le complexe souterrain. Une partie de l'enquête a été consacrée à la recherche des enfants nés dans le sous-sol. La sage-femme qui a fait les premières déclarations a décrit en détail chaque accouchement, la durée approximative de la grossesse, l'apparence des bébés et les hommes qui étaient présents au moment où ils ont été emmenés hors de la pièce. Elle a également déclaré avoir entendu des bribes de conversation au sujet de familles préparées et d'accords dans d'autres villes et pays. Des documents financiers et des correspondances ont confirmé que, à plusieurs périodes coïncidant avec les dates des accouchements, les comptes bancaires de certains suspects avaient reçu d'importants virements de particuliers, désignés comme aide familiale ou dons. Cependant, il était difficile d'établir un lien direct entre des enfants spécifiques et des familles spécifiques. Les documents étaient soit absents, soit établis au nom de personnes fictives. Le processus d'interrogatoire des jeunes filles s'est avéré complexe et long. Certaines d'entre elles n'ont pas pu parler de leur expérience pendant les premières semaines. Elles refusaient d'entrer en contact, répondaient par monosyllabes ou restaient figées lorsqu'on évoquait le complexe souterrain. Les psychologues et les spécialistes du travail avec les victimes de la traite des êtres humains ont utilisé des méthodes permettant de recueillir progressivement, de manière douce, des informations sans traumatiser à nouveau les femmes.
Leurs récits coïncidaient dans les détails. Scénarios de recrutement similaires dans les pays d'origine, voyage vers l'inconnu, confiscation des documents, première découverte des chambres souterraines, explication du rôle des vases sacrés, système de punition et de récompense, rituels impliquant un groupe d'hommes. Les témoignages de la sage-femme et des jeunes filles ont servi de base à l'acte d'accusation. Les 15 principaux participants ont été accusés d'enlèvement, de privation illégale de liberté, de traite d'êtres humains, de violences sexuelles systématiques, d'atteintes graves à la santé, ainsi que de création et de direction d'une organisation criminelle. De plus, compte tenu du caractère rituel des actes, l'accusation a ajouté un chef d'accusation pour pratiques magiques et superstitions interdites, ce qui, dans le cadre de la législation locale, était considéré comme un crime grave. Pour plusieurs personnes que l'enquête a reconnues comme étant les organisateurs et les idéologues du groupe, la peine pouvait être maximale. Le procès s'est déroulé à huis clos. Officiellement, cela s'expliquait par la nécessité de protéger les données personnelles des victimes et de leurs familles. Seuls les juges, les procureurs, les avocats, les accusés et un cercle restreint de membres des forces de l'ordre ont assisté aux audiences. Les jeunes filles ont témoigné derrière un paravent ou par vidéoconférence depuis une pièce séparée afin de ne pas voir leurs anciens ravisseurs. Leur identité et leur pays d'origine n'ont pas été divulgués. Seules leurs initiales ont été utilisées dans les procès-verbaux. Malgré les tentatives des avocats de construire leur défense sur la participation prétendument volontaire des femmes, le tribunal a pris en compte l'inégalité de la situation des parties, l'isolement, les menaces et l'impossibilité totale de quitter librement le complexe. La différence de statut a également été soulignée pour illustrer le caractère volontaire de leur participation. D'un côté, l'élite économique ayant accès à des ressources, de l'autre, des jeunes femmes vulnérables issues de familles pauvres d'une autre partie du monde. Les juges ont souligné séparément que la dimension spirituelle, invoquée par les accusés pour justifier leurs actes, ne supprimait pas le fait qu'il s'agissait de crimes graves contre la personne. Au final, les 15 hommes ont été reconnus coupables de la plupart des chefs d'accusation retenus contre eux. Les dirigeants du groupe, y compris le maître, ont été condamnés à la peine maximale, les autres à de longues peines d'emprisonnement, dans certains cas assorties d'une restriction de toute activité publique. Les peines maximales ont été exécutées après les appels dans les délais prévus par la loi. Les communiqués officiels se sont limités à une brève formulation évoquant la commission de crimes particulièrement graves, liés à la traite des êtres humains, à la violence et à des pratiques interdites. Le sort des jeunes filles après le prononcé du verdict a été variable. L'État sur le territoire duquel se trouvait le complexe a décidé de les rapatrier dans leur pays d'origine, en accord avec les ambassades et consulats concernés. Avant leur départ, elles ont suivi un traitement et une rééducation psychologique dans des centres spécialisés. Certaines ont bénéficié d'un logement temporaire et d'une aide pour reconstituer leurs papiers. Des organisations internationales de défense des droits humains les ont intégrées dans des programmes de soutien aux victimes de la traite des êtres humains, les aidant à se soigner, à obtenir des conseils juridiques et à trouver un emploi. Cependant, même avec une aide formelle, les conséquences de leur expérience n'ont pas disparu. Les psychologues ont constaté chez de nombreuses jeunes filles des troubles du sommeil persistants, des crises de panique, des difficultés à faire confiance aux autres, en particulier aux hommes, et des relations complexes avec la famille, compte tenu de la perte des enfants nés dans le complexe souterrain. Dans plusieurs cas, les proches ne comprenaient pas pleinement l'ampleur de ce qui s'était passé ou préféraient ne pas en parler, ce qui renforçait le sentiment d'isolement des victimes elles-mêmes. Les tentatives pour retrouver les enfants emmenés hors du complexe souterrain ont donné des résultats limités.
Les enquêteurs ont suivi la trace d'une partie de l'argent et ont retrouvé plusieurs familles qui avaient adopté des bébés selon des procédures opaques. Mais l'absence de documents officiels de naissance, les faux certificats et le recours à des prête-noms ont rendu la tâche pratiquement impossible. Il était difficile de prouver juridiquement le lien entre un enfant donné et une mère donnée sans test génétique, auquel les nouveaux tuteurs n'ont pas consenti. En fin de compte, les rapports ont indiqué que plusieurs enfants vivaient probablement dans des familles aisées, dans différents pays, mais leur identité et leur lieu de résidence n'ont pas été révélés. L'existence de ce groupe et de ce complexe souterrain n'a pas été largement diffusée pendant longtemps. À l'intérieur du pays, les autorités se sont limitées à des formulations succinctes et ont réticemment divulgué des détails dans l'espace public. L'essentiel des informations a été rendu public en dehors de la région, grâce aux défenseurs des droits humains et aux avocats impliqués dans l'affaire, qui ont transmis les documents à leurs collègues en Europe. Ces documents ont ensuite servi de base à des enquêtes journalistiques et à des projets documentaires, mais leur diffusion a été bloquée dans de nombreux pays du Moyen-Orient pour des raisons formelles. Pour les spécialistes de la lutte contre la traite des êtres humains, cette affaire a montré comment la combinaison de ressources financières, d'une élite fermée et d'une idéologie pseudo-spirituelle peut créer un système de violence durable, pratiquement invisible pour un observateur extérieur. Pour les filles qui ont survécu, cela restera une histoire personnelle qui sera rarement rendue publique. La plupart d'entre elles préfèrent ne pas se souvenir des détails et se construire une nouvelle vie, autant que possible, loin de cette partie du monde où elles ont autrefois été déclarées vases sacrés, et où l'on a tenté de les priver de leur droit d'être simplement des êtres humains.